épisode technique. Je suis accompagné de Clément. Comment vas-tu? Hello, ça va bien? Merci et toi? Ouais, très bien aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Petit moment, ouais. Tu es présent au B-Side. Tu es venu présenter un peu la surface d'attaque GCP. Ça fait un peu la suite de ce qu'on a déjà discuté à bien des égards. Fait, je vais te laisser commencer à en parler. Puis, comme d'habitude, je vais poser des questions parce que je suis très curieux. Ça marche. Donc l'idée, en fin de compte, déjà pour ce talk, on avait parlé pas mal l'ensemble de cloud, de Azure, AWS, GCP, de manière... on prenait un peu des points, le chemin de l'attaquant. L'idée de ce talk, en fin de compte, c'était pourquoi? C'est que quand je regardais en ligne, les talks, les conférences, les blog posts, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de contenu pour Azure, un peu de contenu, même pas mal pour AWS, puis très peu pour GCP. Donc c'était vraiment ça l'idée en fait initiale du talk, c'est de se dire pourquoi on parle jamais de c'est un peu l'histoire du petit frère qu'on oublie tout le temps. Enfin, pourquoi on parle jamais de celui-là en fait? Soit dans les blogs de recherche, je veux dire, Azure c'est extrêmement couvert, AWS c'est quand même pas mal couvert aussi. GCP ça a été beaucoup plus couvert depuis comme 2-3 ans, mais il y a vraiment 3 ans, je pense, 4 ans, on fait un web archive, là, on va voir un peu ce qui est sur Internet sur GCP, il y avait vraiment pas grand-chose. Et les gens commençaient à dire des trucs du style un peu ridicule sur des forums Reddit, en mode, bah non, je préfère GCP, c'est plus secure, il n'y a pas de vuln, ou il n'y a pas d'abus de misconfiguration. En fait, s'il y en a, c'est juste que ça n'avait pas été vraiment checké. Depuis 2-3 ans, il y a quand même beaucoup de blog posts sortis, t'as des mecs qui ont sorti des trainings, des certifications et tout machin. Mais c'est important de comprendre aussi GCP plus en détail pour ça, parce que d'une, il y a moins de documentation, puis aussi parce que derrière, on en avait parlé quand on avait fait les talks sur le Pentest Cloud, tous ces enjeux, tous ces CSP en fin de compte, que ce soit Azure, AWS ou GCP, puis aussi les autres, OCI pour Oracle, ou Alibaba ou peu importe, ils ont tous des modèles IAM en fait différents. Et on s'était rendu compte, quand on avait parlé il y a un moment, mais on va en parler aujourd'hui, c'est que ces modèles IAM, en fin de compte, l'Identity Access Management, c'est la base, en fin de compte, de toute la gestion des permissions, des rôles et des autorisations qu'on a dans les environnements cloud, et que sans ces permissions IAM, on ne fait rien, mais avec trop de permissions IAM, on peut faire des abus, justement, avoir des défauts de configuration, et que la majorité, en fin de compte, des vulnérabilités qu'on va avoir dans nos environnements CSP, en fait, vont venir de ces défauts de configuration au sein de l'IAM. On ne parlera pas aujourd'hui forcément, par exemple, de 0D dans GCP. D'une, parce que si j'en avais une, j'aurais dû la disclose forcément un petit peu avant. Et processus de full... Elle serait plus un 0D maintenant, là. Processus de disclosure responsable, mais ce serait juste que on peut trouver de la 0D forcément dans des environnements comme ça, mais l'idée, c'est juste de comprendre qu'est-ce que fait un attaquant s'il n'y a pas de 0D réellement, c'est quoi les chemins d'attaque qu'il va pouvoir prendre, donner quelques exemples, et puis de parler un peu d'IAM forcément, bien sûr, comment est organisé GCP un peu plus en détail. C'est quoi la philosophie de l'IAM en fait dans GCP. Et puis je ne me prétends pas être un expert GCP, mais en tant qu'attaquant, hacker, voulant attaquer GCP, pour attaquer un système, il faut le comprendre. Pour comprendre comment casser un objet, il faut comprendre peut-être comment il fonctionne auparavant. Donc c'est l'idée à travers ce talk. Et puis après, c'est aussi de faire une ouverture sur aussi une technique d'exfiltration qui n'est pas non plus très documenté, qui s'appelle le Domain-Wide Delegation, en fait, dans GCP, qui est le chemin et la passerelle entre GCP et Google Workspace, l'environnement de travail collaboratif. Et puis après, d'ouvrir sur une proposition aussi d'une matrice d'attaque dans GCP, pour un peu spécifique à GCP et poursuivre un peu le chemin d'attaque d'un attaquant, depuis la reconnaissance, accès initial, jusqu'à l'exfiltration et l'impact. Donc c'est l'idée. Oui. Et d'ailleurs, tu nommes justement l'IAM comme étant un des points clés, autant au niveau des permissions, des choses comme ça. En quoi celui de GCP se distingue de celui de Azure, de celui de AWS? Ouais. Déjà, quand on parle d'IAM pur, on a l'idée de hiérarchie, de comment fonctionne le système. Donc, GCP, déjà, il faut comprendre un peu la hiérarchie. Dans AWS, on a des comptes. On a un compte AWS et on a à peu près tout dans le compte. Dans Azure, on va avoir des management groups. Donc, on va avoir un tenant initialement, un ID. Ensuite, on va avoir une subscription potentiellement si on a des ressources à consommer. On va avoir ensuite des groupes de ressources, des management groups. Dans ces groupes de ressources, on va avoir des ressources, donc des machines virtuelles par exemple. Ça, c'est Azure. Dans GCP, ce qui est un peu différent, c'est qu'on a quelque chose de très du haut vers le bas. On commence par avoir d'abord une organisation qui en général est vraiment notre nom de domaine en compagnie.com par exemple. On a compagnie.com, on décide d'aller dans GCP, on va enregistrer notre organisation compagnie.com dans GCP. On a ensuite des folders en dessous de ça, qui sont, si on prend l'exemple de Active Directory, qui serait ressemblant à des OU, grossièrement. Dans ces folders-là, on va ensuite avoir des projets. Et c'est vraiment là où beaucoup du travail va se passer, c'est dans les projets. Les projets peuvent être comparés dans AWS à des accounts.
Et c'est principalement là que va se faire la facturation aussi, c'est au niveau des projets. Donc c'est vraiment une unité administrative très importante, le projet. Et pour beaucoup d'entre nous, quand on fait du GCP, on aura uniquement la vue du projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir une organisation, un company.com en nom de domaine pour faire du GCP. On peut commencer avec un projet, l'appeler projet 1, 2, 3, et puis on travaillera directement dans le projet. Donc on ne verra jamais en fait cette notion d'organisation ou de folder. On sera uniquement en train de travailler sur un projet. Il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui ont uniquement un projet, qui n'ont même pas forcément d'organisation justement et de folder au-dessus. Et puis ensuite, en dessous de ces projets-là, on a les ressources qui sont directement dans les projets. Donc les ressources, c'est les VM, c'est les App Engine, les stockages, les fonctions serverless. Et puis ce qui est marrant derrière tout ça, c'est que comme c'est très simple, en fait, chaque cloud provider a choisi de nommer en fin de compte les services différemment. Donc dans Azure, on a des virtual machines virtuelles. C'est plutôt clair pour une fois dans Azure, c'est bien. Dans GCP, on a des Compute Engine Instance, c'est des machines virtuelles. Hein. On appelle ça aussi des GCE. Et dans Azure, et dans AWS, on a des EC2. Donc, c'est aussi des VM. Donc, c'est pareil pour les fonctions, c'est pareil pour les stockages. À chaque fois, on a des noms différents, mais à la fin, il faut penser qu'on a des ressources qu'on consomme dans le cloud, du compute, du stockage, l'AI, de la base de données, ou ainsi de suite. Donc, ça, c'est comment est organisé, en fait, GCP. Et puis, quand on parle de GCP, souvent, les gens, parfois, nous disent « Ah oui, Google, ok, je connais, ouais, c'est Gmail, c'est Drive. » En fait, non, pas vraiment. C'est un peu la distinction qu'il faut comprendre. C'est que ça, c'est la partie de GCP, on a expliqué, avec le modèle très hiérarchique de l'organisation, folder, projet, puis ressources. C'est descendant, c'est-à-dire que tous les droits qu'on va mettre sur une organisation, par exemple, vont être répercutés sur ce qu'il y a en dessous. Donc, on a quelque chose de très hiérarchique. Mais à côté de ça, on a aussi tout ce qui est le travail collaboratif avec Drive, par exemple, avec Gmail, avec Calendar, qui sont en fait tout simplement, qu'on appelle aussi Google Workspace, et qui est en fait l'environnement de travail un peu collaboratif. Mais les deux sont vraiment décorrélés. Et en fait, une des différences aussi qu'on a dans GCP qui est très importante par rapport aux autres Azure et AWS, c'est que dans GCP, on n'aura pas de compte utilisateur initialement. Si on n'importe pas, par exemple, des comptes utilisateurs qui sont présents dans notre directory, dans notre Google Workspace, on n'aura pas de compte utilisateur, on n'aura que des comptes de service. Donc, ça prouve bien aussi la distinction de philosophie qu'avait Google quand ils ont créé GCP en disant on a vraiment des comptes de service parce qu'on fournit du service en fin de compte cloud derrière. Si vous voulez faire de l'identité en fait pure, vraiment, et ce qu'on appelle du IDaaS, identité de service, ou du travail collaboratif avec du SaaS, c'est Google Workspace. Donc des entreprises souvent nous disent oui, on a Google, on est dans le cloud. Non, vous avez juste Google Workspace et vous n'avez aucune ressource dans GCP. Aujourd'hui, nous, on va prendre le portrait de on attaque GCP et comment potentiellement on peut arriver jusqu'à Google Workspace. Ça, c'est l'idée un peu de comment c'est organisé entre Google Workspace et GCP. Après, on a l'idée de l'IAM. L'IAM, je vais faire grossièrement, et puis je sais pas, j'ai des slides, de toute façon on pourra les mettre pendant le podcast, on pourra balancer en même temps, au moins les gens pourront suivre en même temps. Ouais, je rajouterai ça dans les show notes. Parce que je pense que ça peut toujours être bon en support visuel, mais l'autre partie de l'IAM qui est importante, c'est de comprendre c'est quoi un principal chez GCP. Un principal, c'est juste une identité, ça peut être un user. Dans GCP, on peut importer des users depuis Google Workspace, ça peut être un service account, ça peut être un groupe aussi, un principal. Donc, dans Azure, on a par exemple, si on parle de principal dans Azure, on aura des users, on aura des services principal, on aura des managed identities. C'est la même chose, c'est une identité qui est utilisée à un moment donné par quelqu'un ou par une ressource pour faire une action. Principal dans GCP, c'est ça. C'est compte de service, soit c'est un humain, soit c'est un workload, donc peu importe, user account, groupe. On a ensuite des rôles, donc on va ensuite mettre des rôles en fait tout simplement assez principal. Les rôles, c'est juste des sets de permissions. C'est-à-dire, par exemple, on prend le rôle compute admin. Comme son nom l'indique, c'est un administrateur pour du compute, donc pour les VM. Il aura plusieurs permissions. Il y en a quelques milliers, par exemple, de permissions. Et puis, on a ensuite les ressources. Donc, par exemple, c'est où est-ce qu'on va appliquer justement cette permission. Ce binding, on appelle ça un binding entre le principal et le rôle. On va l'appliquer sur une ressource, une machine virtuelle, un compte de stockage pour que un des principaux, par exemple un service account, ait accès à un compte de stockage. C'est comme ça réellement que marche un peu l'IAM très très grossièrement. L'autre point important, c'est le modèle, c'est les permissions finalement. Les permissions qui sont comprises en fait dans les rôles. Très souvent, c'est très simple. On a une syntaxe très simple. On a vraiment le service, l'action, et puis qu'est-ce que ça va faire. Donc très souvent, par exemple, on va avoir compute.instance.create. Comme son nom l'indique, compute, c'est le service, compute, c'est des VM. Instance, c'est pour faire quelque chose sur une instance, et .create, c'est pour créer l'instance. Donc, quand on lit une permission, on peut comprendre très facilement qu'est-ce qu'elle va faire, justement. C'est un peu la même logique qu'on a dans Azure ou dans AWS. Ce qui est très différent, et vraiment la grosse différence dans GCP,
c'est que GCP est vraiment ce qu'on appelle très ressource-centrique. Qu'est-ce que ça veut dire, ressource-centrique? Ça veut dire qu'en fin de compte, les permissions vont vivre en fait sur les ressources et vont être assignées à des ressources. Donc, très souvent, quand on est habitué à, par exemple, du AWS, on a un user, imaginons, on a un user sur AWS, et déjà on a un user, donc c'est plus simple que comprendre qu'on a un service account. On a un user, on a un rôle. Par exemple, dans AWS, j'ai plus de rôle, mais on pourrait être EC2 admin, je ne sais plus s'il existe celui-là, mais bon, un rôle comme ça, en clair, on peut mettre administrateur des machines virtuelles. On comprend que le user a ce rôle-là, on comprend qu'il aura du coup tous les droits sur les machines virtuelles qui vont être potentiellement créées dans ce compte-là. Dans GCP, c'est très différent en fait. Dans GCP, justement, on a cet enjeu de compte de service, de service account. Et en fait, on peut avoir un service account, par exemple, qui est assigné sur une ressource, mais par exemple, il a les droits sur cette ressource-là, mais il n'aura aucun rôle compute admin. Donc, si on est le service account et qu'on liste nos droits, on ne sera jamais en mesure de dire ah bah, par exemple, je suis compute admin, donc j'ai le droit sur tous les environnements de compute. Ok, très bien, c'est le modèle IAM qu'on connaît classique. Dans GCP, il y a l'autre partie aussi, il y a l'autre partie qui est le fait de dire on a aussi la possibilité, en fin de compte, de mettre des permissions, en fin de compte, et un binding avec un user, un principal, en fin de compte, sur une ressource. De se dire, par exemple, bah, sur telle VM, telle instance, tel service account, il a tel droit ou il est compute admin. Et ça veut dire que en tant qu'attaquant, mais aussi en tant que défenseur, en fait, pour comprendre la portée réelle, en fin de compte, des permissions et des droits d'un compte de service, il va falloir non seulement lister, être en capacité de lister en quoi le compte de service a accès, mais aussi de lister chaque ressource potentiellement et savoir s'il n'y a pas un binding qui est fait au niveau de la ressource directement. Donc ça, c'est la grosse différence. C'est ce qui crée très souvent aussi des enjeux de sécurité, des défauts de configuration. Donc ça, c'est un sujet que je voulais aborder dans cette conférence parce que c'est une grosse différence par rapport aux autres qui sont... C'est pas qu'ils sont plus simples, mais c'est que le fait que ce soit aussi ressource, très proche de la ressource, en fin de compte, au niveau du binding, rend parfois le management un peu plus compliqué. Ouais, ben c'est ça. Et en plus, l'énorme problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas formés là-dessus, vont être habitués sur un modèle sur AWS parce que ça fait longtemps que là-dessus, ou sur un Azure, et ils vont amener leur présomption. Puis c'est un des endroits où ça va casser parce qu'on va faire des choix qui sont inaptes pour GCP, qui vont nous mettre potentiellement plus à risque parce que justement, on a de mauvais a priori basés sur les expériences qu'on a dans les autres clouders. Absolument, parce qu'on va souvent partir en se disant oui, c'est du role-based access. Oui, on a du role-based access en GCP puisqu'il y a des rôles, oui. Mais en fait, on a aussi ce qu'on appelle c'est du RBAC, mais avec ressource-based access. Donc c'est un peu différent. C'est basé sur la ressource, en fait, c'est totalement différent. Et ça, les gens ont parfois un peu de mal à le comprendre. Au niveau des rôles aussi, c'est la même chose que dans Azure, par contre. Là, on a différents types de rôles dans GCP. C'est important de les définir parce qu'on va parler un peu d'abus après au niveau des rôles. On a 3 types de rôles. On a les rôles qu'on appelle des rôles basiques. On appelle aussi des rôles primitifs. On a les mêmes dans Azure. Dans Azure, c'est les fameux rôles... Attends, je les ai plus en tête là, mais ils seront genre 4. C'est vraiment des rôles legacy qu'on dit à tout le monde n'utilisez pas. Ils sont beaucoup trop élevés. Il n'y a pas de list privilege. Mais là, en ce moment, je suis dans GCP, donc Azure me sort de l'esprit. Mais chez GCP, on a ces mêmes types de rôles qui sont des rôles en fait qui ont été créés avant que GCP se dise réellement peut-être qu'on fasse du vrai IAM avec du vrai accès granulaire. Donc ils avaient créé 4 rôles GCP à l'époque. Owner, comme son indique qui est owner, donc le plus élevé. Editor, viewer et browser. Donc owner, editor, viewer, on comprend. Browser, c'est encore plus bas que viewer. En gros, qui a très peu de permissions. Mais ces rôles, en fin de compte, l'enjeu qu'on a avec ces rôles, c'est qu'ils sont très permissifs. Il n'y a aucun accès granulaire, il n'y a aucun principe du moindre privilège. On verra tout à l'heure quel est l'enjeu. On a ensuite des rôles qu'on appelle prédéfinis. Donc là, c'est des rôles créés par Google. Dans ces rôles prédéfinis, il y a un accès granulaire. C'est par exemple compute admin. Il est admin de tout ce qui est compute, donc toutes les machines virtuelles. Très bien. Et on a ensuite les rôles custom. C'est des rôles que nous, on va créer en tant qu'utilisateur de GCP, dans lequel on va soit copier un rôle qui est déjà créé, soit on va créer un rôle nous-mêmes, rôle test par exemple, et on va dire je veux telle permission. Comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, on va prendre une permission, compute.instance.create. Donc on a un rôle test qui aura une seule permission possible, il pourra créer des instances. Voilà. Mais il ne pourra même pas assigner un disque. Donc en fin de compte, il pourra jamais valider l'instance, en fait, tu comprends? Et il pourra juste créer une instance. Bon, c'est cool. Donc en général, ce qu'on fait quand on crée des rôles custom, c'est qu'on essaye de se baser un peu sur peut-être des rôles prédéfinis qu'il y a, genre un compute admin, et on va aller, par exemple, retirer quelques rôles. Donc on se dit, non, il n'y a pas besoin, par exemple, parce que c'est trop large. Parce qu'il y a aussi un enjeu avec les rôles prédéfinis, en fait, de Google, c'est qu'ils sont prédéfinis par Google. On ne peut pas les changer. Et ces rôles-là, aussi prédéfinis, parfois sont très larges en termes de permission. Et il y a des abus aussi qui peuvent être faits à ce niveau-là.
On a parlé de système d'héritage aussi. Bon, c'est quelque chose qui est assez simple. On a, comme on l'a dit, l'organisation, les folders, les projets, les ressources. Si on met une permission, par exemple, on avait parlé de rôle primitif tout à l'heure, owner. Si on met une permission, par exemple, owner sur une organisation qui est tout en haut, c'est hérité partout. Donc l'utilisateur ou le service account sera owner du folder, owner du projet et owner en fait de toutes les ressources. Donc en termes de persistance, par exemple, il y a des choses qui sont très intéressantes là-dessus, puisqu'on arrive à modifier ce qu'on appelle les metadata en fait d'un projet, par exemple dans GCP. Et on en parlera tout à l'heure, on modifie le metadata, on va compte et ça affecte toutes les ressources dans le projet. Donc c'est super intéressant pour l'attaquant de modifier le metadata, c'est une ligne de commande, et puis il a un accès, on parlera des clés SSH notamment. On a parlé rapidement des comptes de service, désolé je déroule un petit peu parce qu'on fait un tour de l'IAM, après on va parler un peu plus du chemin d'attaquant, mais c'est juste pour mettre un 101 un peu sur GCP, parce que je pense que c'est important, parce qu'après on va parler justement de toutes ces notions-là, et comment on peut justement en abuser en tant qu'attaquant, quelles seraient les pistes de défense. Je préfère les définir un petit peu avant pour être sûr on a la track, tout le monde part sur la même base, et puis j'essaie de faire mon GCP 101 pour tout le monde. Les comptes de service, on en a parlé tout à l'heure, on a dit qu'on avait majoritairement des comptes de service dans GCP par rapport à des comptes utilisateurs. Pour ces comptes de service-là, on a 3 types réels. Il y a un type dont on parlera quasiment pas, qui n'est même pas d'ailleurs dans les slides que vous pourrez voir. Il y a un type dont on ne parlera pas, c'est ce qu'on appelle les service agents, puisque c'est un type de call de service qui est vraiment géré et managé par Google, et c'est des Google en fin de compte qui va effectuer des actions en votre nom avec son compte de service dans votre compte. Ces comptes de service-là, en général, c'est vraiment, vous ne les voyez même pas, vous allez les voir en fait dans les logs. Donc ça va être intéressant par contre de comprendre qu'ils existent, parce que si vous faites de la réponse incident et que vous voyez des comptes de service qui sortent de nulle part, qui finissent toujours en général par agent ou service agent, sachez que c'est vraiment purement du Google. Vous n'avez rien à faire, vous pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas les impersonnifier, vous pouvez vraiment rien en faire, vous ne pouvez pas les assigner à une ressource ou autre. Automatiquement, tout est fait par Google à ce niveau-là. Les deux qui nous intéressent, nous, c'est par contre ce qu'on appelle les Google Managed Service Account. Donc, c'est un autre type de service account qui est managé par Google. Ces types de services-là, c'est par exemple quand vous bootez une machine virtuelle dans Google, donc quand vous bootez une Compute Engine, ça va automatiquement assigner à la machine virtuelle que vous bootez, en fin de compte, un Default Service Account. Ce Default Service Account, en fin de compte, il s'appelle dans général Default Service Account Compute. Et en fait, c'est un compte de service qui est défini pour les machines virtuelles. Vous pouvez bien évidemment utiliser aussi des comptes de service que vous managez, donc les Customer Managed Service Account, et décider que la machine virtuelle va rouler en fait avec votre compte de service à vous que vous décidez. Les grosses différences entre ceux de Google et les vôtres, c'est simplement réellement que par défaut, ça va être ceux de Google. Par défaut, donc ceux de Google sont gérés par Google. Ils ont des permissions qui sont gérées par Google aussi. Peut-être parfois un peu larges, on en parlera tout à l'heure justement. Et donc, vu que c'est géré par Google, les clés, la rotation des clés est gérée aussi par Google. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de vous dire « Ah, j'ai une machine virtuelle ou j'ai mes machines virtuelles. Elles tournent avec un compte de service géré par Google, un Google Managed Service Account. Il y a des clés, il y a des access tokens. Ces access tokens-là, en fin de compte, vont être automatiquement vont arriver à expiration, on va y avoir de la rotation et ainsi de suite. Si vous assignez par contre vous-même à vos machines virtuelles un Customer Managed Service Account, justement, vous êtes responsable de la créer, de le sécuriser, de faire la rotation, de le supprimer s'il faut et de l'expirer, cet access token-là. Et puis chacun, Google Managed Service Account et Customer Managed Service Account, ils ont chacun des syntaxes bien précises. Donc quand on liste un peu, c'est quoi mon service account qui tourne, par exemple ma fonction, ma cloud function dans GCP, ou mon instance, ma VM, quand on liste avec quel service account elle tourne, on voit une syntaxe différente en fonction si c'est un Google Managed ou un Customer Managed. Donc on peut savoir que là par exemple, c'est une VM qui tourne depuis 1 an, j'ai pas changé mon access token, il y a un problème. Donc, forcément, ça vient avec des bonnes pratiques. On peut le faire nous-mêmes. On verra pourquoi tout à l'heure c'est intéressant de le faire soi-même aussi, parce que nous, quand on crée notre compte de service, il faut que les comptes de service servent juste à avoir une identité. Pour ceux qui ont fait du Azure, on peut comparer ça à des services principal ou alors à des managed identities. Quand on va runner par exemple une Azure Function, on va lui définir une managed identities. Quand on va builder une application, on va lui définir un service principal. C'est juste le fait de dire on donne une ressource qui va rouler, il faut que la ressource ait une identité pour faire des choses derrière. On pourrait ne rien lui donner en fait. Mais en fait, la fonction ne ferait rien derrière, elle ferait juste exécuter son code. Donc en général, on veut par exemple qu'une VM aille chercher dans un storage, on veut qu'une VM aille, récupérer de l'info dans l'IAM ou peu importe, donc il lui faut des permissions à un moment donné, donc il lui faut un rôle au compte de service. Donc on verra tout à l'heure justement que quand on crée nos propres comptes de service, nous, on peut assigner des rôles
comme on veut, on les crée nous-mêmes, donc c'est custom. Mais que par contre, quand c'est Google qui utilise ses propres comptes de service par défaut, donc c'est default service account, il y a des rôles par défaut aussi qui sont définis. Et il y a des enjeux là-dessus, justement, qui ont été un peu mitigés depuis, mais c'est un peu, on verra tout à l'heure, c'est très intéressant. Ça a été mitigé, genre comme depuis le 3 mai 2024 ou quelque chose comme ça. Mais toutes les organisations de GCP créées avant ont toujours la vulnérabilité, entre guillemets. Donc, ont toujours ce défaut de configuration qui fait que c'est un peu trop permissif. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie, très, très haut niveau de l'IAM. Puis, le dernier point niveau IAM, c'est quand on a une machine virtuelle dans GCP, une VM, on a dit que la VM, fallait qu'elle tourne avec une identité. Donc, on lui assigne un service account, soit un default par Google, soit un custom qu'on crée nous. Mais il y a un autre enjeu, il y a un autre système et il y a un autre niveau en fait, de privilèges et de permissions dans GCP. C'est important de comprendre justement. C'est ce qu'on appelle les access scopes. Parce que derrière, en fin de compte, tout ça, ce service account-là, il va utiliser du OAuth. Donc, il va utiliser un access token et un refresh token. On va lui mettre dans GCP un rôle. Mais on peut restreindre encore et mettre ce qu'on appelle un access scope. Et l'access scope, en fin de compte, c'est un autre système de permission granulaire qu'on va ajouter dans la machine virtuelle pour dire mais avec ton access token, ton refresh token, au niveau OAuth, on va te mettre des scopes, et puis c'est pour ça qu'on parle d'access scope, parce que c'est la notion de scope dans le protocole OAuth 2, protocole d'autorisation, dans lequel on dit, tu as des permissions, on appelle ça des scopes finalement. Tu vas avoir un scope, par exemple, pour accéder à telle ou telle API depuis la VM. Donc la VM, avec son compte de service, même si le compte de service, par exemple, est owner, c'est-à-dire qu'il aurait potentiellement, il serait owner le compte de service sur tout le projet, on se dit, il peut aller dans tous les comptes de stockage, par exemple, lire tout potentiellement, et ainsi de suite. En fait, non, parce qu'il y a derrière un access scope, donc c'est un deuxième système granulaire de vérification des permissions, uniquement basé là, full sur OAuth. Et là, en fin de compte, on va vérifier le scope. Et le scope, par exemple, ça va être du style google.com/API/drive. Donc, il pourrait aller lire le drive. Google.com/API/ par exemple, storage. Il pourra lire dans les storage. Et on peut choisir comme ça des niveaux granulaires. Et donc, par défaut, quand on crée une VM, par défaut, on a deux choses qui sont CT. On a le compte de default service account de GCP qui est CT. Et on a ensuite, ce qui est CT, on a un access scope qui est CT. Par défaut, les access scopes, maintenant, sont assez restreints, c'est-à-dire que on verra tout à l'heure c'est quoi les restrictions, mais sont assez restreints. Mais on peut très bien, par exemple, se dire non, je veux que mon compte, par exemple, de service pour ma VM ait accès à tous mes stockages et donc lui donner des scopes bien plus précis et bien plus larges. Donc voilà. Donc ça c'est l'idée de l'IAM. J'ai fini, j'ai fait un beau tour. Je pense que, comme d'hab, je suis très bavard. C'est très bon. Et justement, de cette base-là, de cette façon-là d'amener, on va aller vers les surfaces d'attaque, justement, parce qu'il y en a plusieurs qui notamment s'appuient là-dessus. Qu'est-ce que ça ressemble un peu? Est-ce qu'il y a déjà des choses définies? Tu disais que c'est encore un peu pas clair, puis un peu donné aussi que les gens ont l'impression que GCP est sécuritaire parce qu'il n'y a rien divulgué. C'est comme ceux qui ont des Mac il y a plusieurs années. C'est ça. C'est exactement parce qu'ils sont sécuritaires parce qu'ils ne sont pas attaqués. C'est tout. C'est exactement ça. Puis comme son GCP prend de plus en plus de place sur le marché, il s'expose d'ailleurs à l'intérêt des attaquants de plus en plus. C'est ça. Des chercheurs. Exactement. C'est l'idée de la recherche en fin de compte. C'est souvent, il y a des gens des fois qui disent mais pourquoi on fait de la recherche en cybersécurité à trouver des vulnérabilités? Par contre, c'est pour faire avancer la sécurité. En fait, derrière, c'est tout, quoi. L'objectif, c'est de faire avancer tout le monde. C'est pas de se mettre la tête dans le trou et de se dire tout va bien. Il se passe rien. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2-3 ans, peut-être 4 ans grand maximum, mais il y a quand même beaucoup plus de publications qui sont faites. Mais c'est vrai que si tu remontes vraiment là, avant 2020, t'avais vraiment pas grand-chose. C'était très rare, les conférences, même la conférence qui parle que de cloud, qui s'appelle la Cloud Sec Forward. Là. Les premiers talks de GCP, genre en 2020, quand ça arrivait. Enfin, il y avait très peu de talks, très peu de blog posts, d'articles qui parlaient des potentiels défauts de configuration, des abus, tous les problèmes d'IAM et tout. Très peu d'outils, très peu de recherche et donc pas beaucoup de stimulation de l'environnement. Donc, par exemple, ça se voit sur tout ce qui est cloud. Après, c'est quand même assez récent, mais bon, GCP, c'était quand même l'enfant à part, là, vraiment qu'on avait mis de côté. Ce qu'on remarque, en fait, par exemple, aussi, c'est que au niveau des standards, on connaît le MITRE ATT&CK Framework pour tout ce qui est enterprise, réseau interne, réseau externe et tout machin. On sait qu'on a un MITRE ATT&CK Framework Cloud, par exemple, qui est pour les environnements cloud. Donc, on a différentes matrices d'attaque qui sont intéressantes, justement, qui décrivent un peu le cycle de vie d'une attaque dans les environnements cloud.
On en a des très très précis, par exemple, pour des CSP, comme pour Azure, pour AWS aussi. On en a des précis qui sont faits par la communauté aussi, par exemple, pour Azure ou pour Microsoft 365. Et pour GCP, en fin de compte, c'était toujours un peu l'enfant pauvre encore. Il n'y avait pas d'attaque précise, ni faite par la communauté, ni vraiment faite par des organismes comme le MITRE. Le MITRE, ce qu'il faut savoir, c'est que son attaque matrix à lui, c'est vraiment une attaque matrix cloud, mais cloud agnostique. C'est-à-dire que quand tu es sur le menu, là, tu es dans Initial Access, c'est pas forcément, quand tu vas cliquer sur la première technique, c'est pas forcément spécifique GCP, tu vois. Tu vas cliquer, oui, tu auras des procédures dedans qui vont être GCP, mais la technique, en fait, n'est pas spécifique GCP, par exemple, ou tu vas avoir de tout, du Azure, du AWS, du OCI. C'est un peu le foutoir, c'est pas vraiment très très finalisé, tu vois. Donc l'objectif aussi de cette conférence et de ce talk, c'est de proposer un peu une attaque matrix pour GCP spécifique, donc GCP et Google Workspace, mais après c'est vraiment quand même un peu plus GCP. Pour mieux comprendre, aujourd'hui il y a vraiment une seule ressource qui a été faite par Google, qui a été faite pour toute la partie réponse incident et forensique, qui s'appelle le GCP Forensic Poster, dans lequel ils ont comme tenté de définir une espèce de Cloud Attack Matrix. C'est un document qui bouge pas, qui est genre statique, qui est pas communautaire, donc c'est pas top. Hein. C'est pas ce qu'on veut pour ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un peu ça qui se passe. Et pourquoi définir les attaques matrix? Parce que derrière, on parle vraiment de cycle de vie de l'attaque. On veut comprendre ce que va faire un attaquant depuis la reconnaissance jusqu'à l'accès initial, jusqu'à potentiellement l'exfiltration ou avoir un impact. On a vu des impacts comme par exemple des ransomware dans des buckets S3 par exemple, avec du chiffrement cross-account depuis un autre compte. L'attaquant va utiliser sa propre clé KMS pour chiffrer votre storage bucket S3. Donc des enjeux en fin de compte qu'on a sur des environnements on-premise qui existent aussi dans le cloud, donc c'est super intéressant. Pour le GCP, on a fait un peu un tour, mais très clairement c'est la même logique que pour tous les autres environnements cloud. On peut distinguer deux types vraiment d'accès initiaux. On a tout ce qui est identity-based et tout ce qui est resource-based. Identity-based, c'est du password spring, ça va être récupération de credentials, récupération de clés, de service account qu'on liquait sur GitHub. Ça va être tout un tas de choses. Vous verrez dans les sites qu'on partagera, il y a vraiment un tableau complet avec toutes les différentes techniques justement disponibles en fin de compte en tant qu'axe initial. On va parler aussi de phishing au haute. Comme on avait parlé à l'époque dans Azure de device code phishing ou de illicit consent grant, on a aussi la même chose dans GCP mais avec beaucoup moins de saveur pour les attaquants, beaucoup moins intéressant. Et puis on a plein d'autres techniques, mais réellement pour tout ce qui est identity, c'est la majorité du temps, ça va être est-ce que vous avez trouvé un credential quelque part, est-ce que vous avez réussi à afficher un utilisateur potentiellement pour obtenir ses credentials directement, ou peut-être même que vous avez compromis son ordinateur à un utilisateur, et donc vous avez accès, il s'est connecté avec G-Cloud, le CLI là, et puis il y a un access token qui traîne dans un folder quelque part. Donc vous faites du hijacking en fin de compte. Et puis il y a toute l'autre partie qui est la partie resource-based. Resource-based, comme son indique, c'est une ressource cloud. Donc c'est un stockage qui est disponible en ligne publiquement, c'est une machine virtuelle qui expose des ports, c'est une App Engine qui est le service pour déployer tout simplement une application pré-buildée là, qui est vulnérable, par exemple à une vulnérabilité web, SSRF, RCE ou peu importe, qui vous permet à un moment donné d'aller récupérer un access token de cette App Engine, et ainsi de suite. Ça, c'est les deux catégories, resource-based et identity-based. Rapidement, donc forcément, vous verrez dans le contenu, il y a tout un tas, en fin de compte, de différentes techniques d'initial access. Une que j'ai recherchée quand j'ai fait le talk, rapidement, c'est les fameux... c'est en fait parce que les services account, c'est des fichiers JSON pour les clés. C'est des PKCS12, je ne sais plus trop. Bon, bref, c'est une espèce de clé, là, de format de clé que je ne connais pas par cœur. C'est du PKCS12, ça, ouais. JSON PKCS12. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces clés pour les services account n'expirent jamais, sauf ceux qui sont managés par Google. Mais ceux qui sont managés par Google, techniquement, vous n'allez pas forcément y avoir accès. Par contre, vous allez y avoir accès à ceux que vous managez vous-même, les custom service account. Les service accounts là, suffit de faire un peu de... Comme on fait dans Google, quand on fait des Google Docs, on fait du Docs aussi dans GitHub avec des mots-clés précis pour chercher, par exemple, du contenu, pour chercher ce type de truc. Comme tu peux voir sur l'écran, bon, là évidemment, on va le partager sur le site. Je les ai caviardés, mais on avait un certain nombre. J'ai caviardé parce qu'en fin de compte, toutes ces JSON-là, en fin de compte, contenaient de l'information. C'était pas juste des XXXXXXXX. J'espère pour les clés, forcément, qu'elles ont été. Celle-là, elle date d'il y a 2 ans. J'espère pour la clé qu'elle a été modifiée, changée depuis. On se rend compte que c'est un accès initial possible. Ce qui est intéressant avec un service account, c'est qu'il n'y a pas de multifacteur. Donc, une fois qu'on a ça, on est rentré. En fonction du rôle qu'a le service account, on est plus ou moins bien.
Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent d'initial access, mais l'initial access, la vraie valeur en fin de compte d'un accès initial, ça va être tout ce qui est derrière les permissions qu'il a. Donc, il faut prendre en considération qu'on a l'initial access plus les permissions IAM qu'on aura, ce sera égal à notre impact potentiel en fin de compte qu'on pourra produire sur l'environnement cloud. Pourquoi c'est important? Parce que on peut éventuellement récupérer un compte de service, par exemple, un service account, avec une clé qu'on trouve sur GitHub ou Kaliké ou peu importe. On se connecte sur GCP puis on n'a aucune permission. Bah voilà, c'est fini. Bonne nuit, au revoir. À moins qu'on attende qu'à un moment donné, une personne attribue un rôle à ce compte de service qu'on a compromis, on ne sera jamais en mesure, en fin de compte, de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est un des cas de figure, mais c'est pas un cas de figure qui est nouveau. C'est des cas de figure qu'on avait ailleurs déjà, des credentials qui leak, des clés qui leak. Ce qui est intéressant juste, c'est que c'est une notion bien précise parce que c'est que des comptes, quasiment des comptes de service sur GCP. On peut avoir des comptes utilisateurs, mais en fait, il faut vraiment dire j'importe l'utilisateur dans mon GCP IAM qui est depuis Google Workspace. C'est vraiment un peu différent. On est sur une logique un peu différente. Dans les autres techniques assez intéressantes, mais qui sont quand même, je vais en parler parce que elles sont extrêmement intéressantes pour moi. Je suis vraiment un grand fan de OAuth. Vous avez pu en rendre compte, je parle beaucoup de OAuth, j'adore ça. En fait, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'abus qui sont faits. C'est un protocole, déjà OAuth, protocole d'autorisation, pas d'authentification, attention. Avant ça, normalement, en général, on fait du OpenID ou d'autres protocoles pour s'authentifier. Donc vraiment, c'est de l'autorisation. C'est quelles sont nos permissions une fois qu'on est authentifié. L'autorisation, c'est hyper important et hyper intéressant avec OAuth parce que OAuth, c'est un protocole qui, honnêtement, est à la fois hyper présent, mais je pense hyper mal compris aussi. On a énormément de RFC. Là, la dernière fois, il y a juste allé sur le site de Okta. Ils ont un super site qui s'appelle oauth2.com. C'est Okta qui le gère. Puis Okta, c'est une business, c'est du OAuth as a service, en fait. C'est une business de OAuth, en fait, Okta. Ils ont écrit un super site dans lequel ils référencent tous les différents flows d'autorisation, pardon. Moi, je me trompe. Ils référencent tous les différents flows d'autorisation de OAuth, device code, grant, et ainsi de suite. Et ils mettent à chaque fois les RFC propres à OAuth. Et ce que tu te rends compte, c'est qu'il y a genre une vingtaine de RFC. Donc, si tu veux comprendre OAuth en détail, tu as genre une vingtaine de RFC de je sais pas combien de pages écrits en caractère 8 là, à lire. Et tu te rends compte que waouh, c'est lourd, c'est compliqué. Est-ce que tout le monde comprend? Pas sûr. Est-ce que c'est toujours bien implémenté? Par exemple, dans du Azure, dans du GCP ou dans du AWS, parce qu'ils font des implémentations en fin de compte de ça derrière via les RFC? Oui, non. Dans le cas de GCP, honnêtement, c'est bien implémenté. Et on va en parler justement. On a des risques, comme on parlait sur Azure, on en avait parlé à l'époque de Azure, de ce qu'on appelle du illicit consent grant. Illicit consent grant, c'est on crée une application dans notre GCP, on est un attaquant, on a notre propre projet GCP, notre propre compte GCP. On crée une application malveillante dans ce compte-là de GCP qu'on va envoyer à l'utilisateur. L'application, avant ça, en tant qu'attaquant, on lui a demandé de demander des permissions, en fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que l'utilisateur, lui, reçoive le lien de l'application, c'est un lien Google qui est correctement catégorisé, et il va dire, l'application va lui demander, by the way, on invente un prétexte, je sais pas moi, nouvelle application de ressources humaines ou pour les revues de performance, et est-ce que tu peux accepter un accept pour y accéder, par exemple, ces autorisations-là. C'est des displays, enfin c'est des écrans, c'est des pages qui font pas peur, c'est des pages google.com référencées, correctement catégorisées, qui demandent des autorisations simplement, donc on ne demande pas à l'utilisateur un multifacteur, on ne demande pas à l'utilisateur un password. Donc les utilisateurs aussi sont moins sensibilisés à ça. Donc ils vont potentiellement plus accepter, dire oui, j'accepte ou continuer. Et à partir de là, en fin de compte, on récupère les permissions en fait OAuth, donc les scopes OAuth qu'on a demandé et qu'on a seté sur notre application. Donc là, ce que fait l'application, tout simplement, c'est qu'en fait, elle va impersonnifier l'utilisateur qui a accepté, qui a grant en fait ses permissions à l'application. Donc nous, on va prendre l'application, on va devenir l'application et via l'application, on a récupéré en fait les access tokens et refresh tokens de l'utilisateur. Donc l'idée derrière tout ça, en fin de compte, c'est simplement d'avoir un accès en tant que l'utilisateur avec access token et refresh token. Où GCP a bien fait les choses, c'est que l'élément clé dans tout ça, c'est pas le phishing, c'est pas que l'utilisateur il accepte, c'est pas de créer l'application. C'est quelle permission on a le droit de setter et de demander en tant qu'application malveillante dans ces cas-là. C'est-à-dire à quel point GCP va nous restreindre le fait que on peut demander la permission google.com/API/drive. Ça veut dire que j'ai accès à tout le drive. Je peux écrire dans ton drive, télécharger google.com/API/Gmail ou mail, c'est /mail. C'est-à-dire que je peux envoyer en ton nom, recevoir en ton nom et tout. C'est à quel point, en fait, GCP a bien fait son travail pour dire attends, là, tu crées une application. L'application, elle n'a pas été vérifiée par nous. N'importe qui peut créer ça dès qu'il a un compte GCP.
tu lui mets des permissions hyper importantes, t'envoies ça à un utilisateur, il a juste à cliquer sur continuer et t'as ses permissions. GCP justement fait ça très bien. GCP fait ça très bien parce que de base, il passe par un peu comme quand tu fais une application sur Mac, un espèce de trust center où tu dois aller faire vérifier ton application. Ce qui fait que ça t'empêche d'aller mettre des permissions hyper importantes et qui considèrent comme sensibles, des permissions, des scopes hautes, sur ton application. Donc tu es très limité en tant qu'attaquant. Azure, par exemple, maintenant le fait. Mais Azure, initialement, ne le faisait pas, par exemple. Si on prend un exemple, puis pour avoir une image, c'est un peu. C'est peut-être pas. C'est dans Azure, oui, ça va être AD. C'est-à-dire que quand tu cliques sur une application développée avec un App ID dans un autre tenant, tu cliques avec ton user de ton Azure à toi. Tu vas avoir une fenêtre qui te pose oui, cette application demande accès à Playton List. Puis là, tu dis oui. Généralement, les gens vont juste dire oui, ils ne liront pas la liste. Sauf des fois des personnes un peu plus nerveuses, mais en général, ils vont dire ah, OK. Puis ils partent. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut qu'en général que ces accès-là soient donnés par un compte d'administration et non par le simple utilisateur. Donc, et maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est ça pour Azure. Avant, c'était pas le cas, je pense. Ouais, c'était pas tout le temps le cas. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Mais bon, bref, c'est juste un asile. Puis au début du confinement, c'était le party. Tout le monde acceptait n'importe quoi. Tu as des applications tiers qui accèdent à ton intra ID, mais de façon un peu trop large pour ce qui normalement devrait être autorisé pour une application tiers que tu ne connais pas. Et bon. Absolument. Puis j'avais même des fournisseurs, parce que c'est plus dans le cas d'intra ID, mais c'est exactement la même idée. Qui arrive avec une application tiers, puis là, je vois les permissions apparaître, puis heureusement, c'était juste le domaine admin qui était capable le domaine qui était capable de faire quelque chose, puis là, c'était une affaire, genre, ça lisait toute l'intra-ID, des affaires comme ça, puis il venait comme jouer dans le... Je fais comme, non, tu n'as pas d'affaires dans mes environnements. Moi, je vais aller dans les tiens. Tu vas voir mon identité, mais ça va, parce qu'on consomme ton service. Mais toi, tu reviens chez nous? Non. Exactement. Et tu vois, ces enjeux c'est vraiment, moi, je trouve, un sujet vraiment, quand il a commencé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, mais c'est vraiment un sujet encore d'actualité énorme, parce que il y a on est de plus en plus sur des modèles SaaS où on va s'autoriser entre nous. Derrière, en fin de compte, c'est que de l'autorisation haute, quasiment qu'utilisée, c'est la référence en fait. Et en fait, les gens se mettent à demander des scopes, donc des permissions hautes, à tout va, à des niveaux de dingue, et c'est jamais revu. Et qui aujourd'hui a la conscience de se dire c'est bon, on a intégré telle application, il fait la passerelle avec notre application, je sais pas, notre CRM ou peu importe. Ok, mais c'est quand que tu as revu les permissions qu'il a demandé, tu vois? C'est à quel moment? Si lui, il se fait compromettre, c'est quoi l'impact sur toi, tu vois? Qu'est-ce qu'il peut aller lire en fait? Ça, c'est vraiment du supply chain pur, mais du supply chain très précis sur l'autorisation. Donc, c'est pas encore comme du supply chain où le gars, par exemple, c'est notre gestionnaire de firewall, par exemple, et puis il peut accéder et manager nos firewalls. Là, c'est encore différent. Là, c'est que si tu as accepté en fin de compte ça avec tes droits d'admin pour ton tenant, par exemple, pour ton tenant Azure, et que tu as accepté vraiment toutes les permissions, le gars, c'est vraiment free for all. Enfin, il fait vraiment ce qu'il veut chez toi, quoi. Et puis à auditer, c'est compliqué, enfin, c'est long, c'est pas très clair, c'est vraiment sous-marin, quoi. C'est vraiment sous-marin. Du côté Azure, c'est assez désagréable, mais pour reprendre l'image dans ce que tu dis là, c'est-à-dire que dans une attaque comme celle-là, je reçois un fiche sur mon compte Google, Workspace, whatever. Je clique sur ça, je tombe dans une application qui me semble légitime, puis les personnes me disent il faudrait que j'accède à ton drive pour faire ça. Puis là, je fais comme oui, parce que je dis jamais rien. Puis pouf, j'ai accès à mon drive de façon non contrôlée. Sauf que qu'est-ce que tu mentionnes, c'est que tu es obligé de passer par une forme de notorialisation à la c'est exactement Apple. Le terme. Donc, exactement. Ils viennent Google se donne une capacité d'interception, d'exagération de ce type d'usage-là. Ouais. C'est ça qui a été bien fait chez GCP justement pour ce type d'attaque-là. C'est que aujourd'hui, si tu es un attaquant, tu veux rentrer, le illicit consent grant, là, ce type d'attaque-là n'y va pas parce que ça va pas être très intéressant, tu vois, tu vas pas forcément trouver grand-chose. Après, il y a genre zéro, tu sais, genre R&D actuellement qui est faite sur ce type d'attaque-là. Moi, quand j'ai préparé la conf et que j'ai fait mon lab, genre, j'ai fait moi-même mon code, j'ai fait moi-même mon application dans GCP. Il n'y a aucun blog post qui en parle, tu vois. Ça se trouve, j'ai pas été creusé assez. C'est totalement possible parce que une question de temps, tout ça. Mais il y a plein de questions à se poser là-dessus. Il y a plein de questions à mettre en parallèle. Se dire, OK, par exemple, est-ce que le système de vérification, de notarisation est correct? Est-ce qu'il marche bien? Comment ça se passe, tu vois? Si je soumets en disant, je crée une nouvelle application, par exemple, demain, j'ai un nom de domaine correct, je crée une nouvelle application, je lui demande, je demande Drive et Gmail, j'envoie, c'est quoi le processus? Pourquoi il me refuserait? Pourquoi il me refuserait pas? Tu sais comment ça se passe? Faut le tester, ça. Je sais que tu avais des gars qui l'avaient fait, qui avaient fait du Red Team et qui avaient fait le truc de soumettre justement une fausse application Mac, tu vois, justement, au système notarié pour pouvoir être signé après, tu sais. Mais voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il y aurait moyen? J'ai pas arrêté jusque-là.
Mais en tout cas, c'est des sujets intéressants. Je pense que si j'y réfléchis moi, c'est qu'il y en a d'autres moins bienveillants qui réfléchissent aussi et qui se posent de sujets. Dans le même cas de figure, puisque on suit la même logique, toujours on part un peu de haute, on a ce qu'on appelle le device code. Le device code, pour rappel, c'est juste tout ce qui est par exemple TV connecté dans lequel vous n'avez pas de keyboard sur lequel le taper, ou vous n'avez pas envie d'entrer avec votre télécommande, votre remote directement, votre identifiant et votre mot de passe de 155 caractères. Vous n'avez pas envie de rentrer ça avec votre télécommande, donc il vous faut un moyen simple pour authentifier votre télé en tant que vous, en fait. Donc en fait, ce que vous faites en général, c'est que la télé vous affiche un code avec des lettres, avec des chiffres ou peu importe. Et en fait, il vous dit connectez-vous sur votre compte, par exemple, donc là dans notre cas de figure, GCP, mais ça peut aussi être GitHub, Netflix, tous utilisent du haut device code. Et il va vous dire rentrez ce code-là en fin de compte dans donc c'est une URL légitime, c'est google.com/device. Tu rentres ton code, à partir du moment où tu rentres ton code et que tu es connecté dans ton browser, en fin de compte, l'application, donc là, dans ce cas, la télévision, en fait, reçoit tes permissions en tant que utilisateur. Ça, c'est bien, c'est beau. Quand on parle de ça, on dit, OK, let's go, c'est simple. Alors, si on est dans le monde d'Azure, et si on est en ID pur, c'est bien, c'est beau, et c'est très beau même pour les attaquants, malheureusement. Ça marche très bien. Il y a beaucoup d'enjeux. On parlait tout à l'heure, je suis en train de commencer le podcast justement de tout ce qui s'appelle les FOCI ou Family of Client ID. Pour ceux qui veulent le regarder, c'est très très intéressant. Mais dans GCP, c'est pareil. GCP, ils ont aussi fait ça très très bien. Donc la logique dans GCP, c'est que moi, pour faire mon POC, pour la conférence, pareil, il y avait genre pas de doc là-dessus. En fait, c'est là que je dis, il y a une grosse différence. Tu tapes device code phishing sur Google, c'est Azure. T'as plein de blog posts sur Azure. Tu tapes device code phishing GCP, t'as rien. Genre, le seul blog post que j'ai trouvé, c'est Praetorian qui l'a fait. Il date du 2 février 2025. Donc juste pour te donner l'idée que c'était genre, il n'y a pas de recherche qui est faite dessus. Hein, et il y en a un. Et le gars est en mode, il dit simplement, ce que je vais dire là, que genre, il n'y a pas de recherche. C'est-à-dire que peut-être il y a d'autres trucs, mais il faut creuser. Donc, quelqu'un du temps, creuser. Je vais donner des pistes pour creuser et où creuser après pour ce genre de truc. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en fin de compte, on génère un code. Donc déjà, ce qui est différent, c'est que dans Azure, quand on devait générer un code, quand on devait obtenir ce fameux device code, le code qu'on va donner à la télévision, enfin que la télévision va nous donner en fait, et que nous, on va envoyer à la victime en tant qu'attaquant, sur Azure, en fait, on utilisait ce qu'on appelle un client ID, mais un client ID accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de credentials, on disait, je veux un device code, API public, sans identifier, et il nous renvoyait un device code, on le prenait, on l'envoyait à la victime le rentrait, on récupérait l'access token. Ce qui est différent en GCP, c'est que pour faire ça, il faut avoir un compte GCP. Il faut créer notre propre application de télévision. Donc moi, j'ai créé ma propre application de télévision. Donc tu crées une application haute, là, tu crées un client ID, tu dis que tu veux faire dans GCP, que tu veux faire une télévision. Et puis, c'est super, tu dis que tu veux faire une télévision. Et puis ensuite, tu fais ton appel à l'API avec tes credentials de ta télévision. C'est-à-dire qu'elle a un client ID, elle a un client secret, donc c'est identifié en fait à ta télévision. Et tu vas faire l'appel sur l'API de Google pour recevoir le device code. Tu as le device code et ensuite tu l'envoies à l'utilisateur. Donc là, à toi de trouver un bon email de phishing, un bon prétexte. Mais l'utilisateur, après, c'est à peu près pareil que dans Azure, le même chemin. Il reçoit, il rentre dans google.com/device, il rentre son device code, il sélectionne son compte. Donc là, l'exemple que j'ai, c'est mon compte Gmail à moi, Clément Cruchet. Il sélectionne son compte Clément Cruchet. Et puis, il y a un petit warning quand même, c'est quand même pas mal sur GCP, qui lui dit juste, attention, l'application, elle n'est pas vérifiée. Bon, mais il peut faire continuer. Hein. Donc, ça, c'est. Comme la plupart des utilisateurs vont faire continue. J'accepte les cookies. Exactement. Donc, il va faire continuer. Et puis, on va lui dire maintenant, t'es bien. On va te dire le device est connecté. Félicitations, puisque c'est une télévision. Et nous, de notre côté attaquant, on reçoit, en fin de compte, de côté attaquant, en fin de compte, simplement, on reçoit un access token et un refresh token directement. Depuis le script Python, là, j'ai fait un petit script Python pour le générer. Et directement, on reçoit ça directement chez nous. Donc on a l'identité de l'utilisateur. Là où GCP a comme bien fait les choses, en fait, c'est que on a un set de permissions, parce que c'est pareil, là, en fait, on a une application qu'on a dû créer, une application de télévision. Tout l'enjeu, là, réside toujours pas dans le fait qu'on ait un device code, qu'on ait un email de phishing, qu'on ait convaincu l'utilisateur qu'il ait cliqué. Ça réside pas. Ça réside toujours et encore sur la même logique, c'est du haut, c'est les permissions et le scope qu'on a pu mettre comme droit à l'application. Notre application de télévision, la fois qu'on a créée, quel droit elle a? Quel droit on a pu lui mettre, quel droit elle a pu avoir. Et là, nous, malheureusement, dans GCP, c'est pas nous qui mettons les droits. Là, c'est GCP tu as choisi en fait le template, en fait, entre guillemets,
je crée une application de télévision. Et dans le template, je crée une application de télévision. GCP a dit, voilà le set de permissions, voilà les scopes hautes qu'elle aura le droit, ta télévision. Et là, GCP est très bon là-dedans, puisque le scope hautes sont ridicules. C'est-à-dire que c'est email, OpenID et profile. En clair, je peux lire mon profil utilisateur, genre je peux lire qui je suis moi, c'est cool, genre, je lirai mon courriel. Voilà. Je peux même pas lister, par exemple, les utilisateurs qui seraient dans mon compte GCP. J'ai la possibilité d'aller lire des notes sur des fichiers ou d'aller lire des fichiers bien précis qui ont été partagés. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment restreint à des cas de figure précis qu'une télévision pourrait utiliser. Par exemple, il y a l'API de YouTube. Par exemple, YouTube et API. Je peux aller, en fin de compte, tout simplement faire du read-only sur YouTube. C'est-à-dire que je pourrais accéder, par exemple, à une liste de lecture que j'ai créée. Ce qui est normal. La télévision doit accéder uniquement à une liste de lecture. Donc GCP, quand ils ont implémenté leur device code, tu vois, ils ont bien fait les choses. Tu vois, ils se sont dit, on a des scopes bien précis, des permissions à avoir, c'est pour des télévisions. On va pas ailleurs, en fait, tu vois. Je parlais tout à l'heure du FOC, du FOC, Family of Client ID de Azure et de Entra ID. Quand on a ça, on est une télévision auprès de Google. On a ce qu'on appelle un Client ID qui représente la télévision. On ne peut pas aller, pour l'instant, je n'ai pas testé, mais on ne peut pas aller devenir autre chose. On ne peut pas se dire, non, maintenant, je suis Drive et j'ai accès à l'API de Drive, par exemple. C'est possible dans Azure, dans Entra ID, justement. On peut ficher un user en se disant, je fais un device code classique, je suis une télévision. Et puis d'un coup, je change un peu mes permissions et mon client ID et je veux aller accéder à Teams, je veux accéder à SharePoint, je veux accéder à OneDrive. Et ça, on peut le faire. C'est juste un bris en fait de la RFC dans Haute. Mais ce sera le sujet d'un autre podcast encore. Ce qui est intéressant de savoir dans ces deux phishing Haute, et ce qui est important, c'est que ça a besoin de R&D encore en avance. Il n'y a pas assez de R&D qui a été fait autour. Peut-être qu'il y a ce qu'on appelle des client ID qui ont été non documentés, qui ne sont pas documentés, qu'on pourrait trouver. Moi, j'ai utilisé mon client ID de mon application de TV, mais peut-être qu'on pourrait avoir des client ID tout autres, qu'on pourrait trouver des client ID qui sont plus publics. Peut-être qu'on pourrait aussi trouver le moyen il y a des scopes, des permissions qui sont définies sur le client ID de ton application, mais peut-être qu'on pourrait trouver moyen de initier des scopes ou des permissions différentes à notre application de télévision qu'on a créée dans GCP, peut-être qu'il y a un call d'API, peut-être qu'il y a quelque chose. Et puis peut-être qu'on a parlé tout à l'heure de la bulle Family of Client ID, faut aussi, de pouvoir bouger de la télévision à Drive, par exemple, à Gmail, ainsi de suite. Peut-être qu'il faudrait rechercher aussi s'il y a des possibilités là-dessus. Donc c'est des sujets de recherche à voir. Mais comparé à Azure, c'est vraiment une surface d'attaque totalement opposée. C'est vraiment l'opposé en fait de ce que actuellement fait Microsoft. Rapidement, je vais donner quelques points. Donc là, c'était un peu l'accès initial. Je vais donner quelques points un petit peu que j'aime bien, des petites techniques de persistance et d'élévation de privilèges. Puis après, on parlera d'exfiltration, c'est principal. Puis on parlera de la mitre-attaque, histoire de faire un truc non plus pas trop long, parce que moi, j'ai tendance à être un peu bavard. Hein. Donc, au niveau des persistances, rapidement, je vais vous citer une seule technique de persistance que j'adore. Tout est lié et tout est hiérarchique dans GCP. Une technique de persistance qui est extrêmement intéressante, c'est de modifier les métadatas au niveau d'un projet. Notre projet, c'est un peu comme notre compte dans AWS. C'est vraiment là, en général, où vous allez travailler. Dans le projet, on a nos ressources. Donc imaginons que dans ce projet-là, on ait plein de machines virtuelles. Ce qui arrive souvent, on a plein de machines virtuelles. On a plein de workloads avec des machines virtuelles. Une technique de persistance intéressante, c'est de setup au niveau des informations de métadata du projet, donc au niveau du projet directement, une clé SSH, par exemple, nous, en tant qu'attaquant, notre clé SSH, qu'on définit. Le fait de pouvoir setup une clé SSH au niveau du projet va faire que ça va découler et descendre et que toutes les machines virtuelles dans le projet de GCP vont bénéficier de la clé. Donc tu mets ta clé SSH une fois dans le projet, toutes les machines virtuelles qui sont existantes et qui vont être nouvellement créées seront backdoor initialement via ta clé SSH que tu as mis au niveau de ton projet GCP. Donc ça, c'est intéressant. C'est un des trucs qui est pas mal utilisé, qui est super intéressant. Évidemment, ça nécessite toujours des permissions. Quand on parle, tous les abus dont je vais parler là, à chaque fois, c'est des abus dans des contextes bien précis. Dans le cloud, on fait rien. Je le rappelle tout le temps, mais dans le cloud, tu fais rien si tu n'as pas de permission. Donc ce serait pas drôle. Mais c'est juste ça qui est drôle, c'est que malheureusement, ça arrive. Des choses arrivent. Et puis c'est des choses qu'on voit aussi utilisées par des groupes d'attaquants. Au niveau de l'élévation de privilèges, on a beaucoup de choses. Je ne vais pas aller dans tous les détails de tout, mais je pense que ce qui est extrêmement intéressant, c'est de parler des abus des rôles primitifs. On parlait tout à l'heure des abus des rôles primitifs, qui sont les rôles owner, éditeur, viewer et browser, qui sont les rôles qui avaient été créés, vous savez, avant les rôles prédéfinis et les custom roles de GCP. Ces rôles primitifs, en fait, l'enjeu qu'ils ont, c'est qu'ils sont vraiment
trop permissifs, ils sont pas assez granulaires et respectent pas le principe du moindre privilège. Un des rôles qui s'appelle viewer, par exemple, il a la capacité, par exemple, de faire, en termes d'action, hein, de l'exfiltration de données, du reverse engineering, de modifier les données même dans certains cas, et d'accéder à du code. Et pourtant, c'est un rôle qui est viewer. Donc quand on a un rôle viewer, on se dit, attends, on a un rôle viewer, potentiellement on pourrait le donner à un de nos partenaires qui veut avoir un accès en lecture, en se disant il aura accès qu'en lecture, par exemple, à notre GCP. Le rôle viewer, aujourd'hui, là, le 10 septembre 2025, aujourd'hui il y a 3 jours, c'était 5254 permissions uniques assignées. Ça fait beaucoup de permissions. On est environ, je pense, je sais pas, j'ai des conneries, mais bon, c'est énorme. Je veux dire combien on en avait aujourd'hui en tout des permissions dans le GCP, mais j'aurais peur de dire une bêtise. Mais c'est 5200 permissions assignées sur ce role viewer. L'enjeu qu'on voit, et puis vous le verrez sur si vous checkez les slides et si vous regardez la version YouTube, je pense, avec les slides là, il a la possibilité, par exemple, un role viewer d'accéder au code d'une fonction cloud. Alors on se dit, ouais, bah, il peut voir, c'est logique, ouais, mais non, en fait, parce que des enjeux de développement non sécurisés, on les connaît, des API keys qui sont mis dans le cloud endur, on les connaît, des credentials hard-coded, on sait que ça existe. Et donner cette fonction-là à un compte, à un rôle qui s'appelle viewer, c'est un peu trop. Tu vois. On a aussi la possibilité, notamment dans tout ce qui est Firebase, d'exécuter, en fin de compte, des exécutables. Donc on peut aller downloader des exécutables qui sont compilés, et donc potentiellement, après, aller directement faire du reverse sur l'exécutable, par exemple. Donc c'est aussi un gros enjeu. Donc là, on parle d'un compte qui est viewer uniquement. Donc quand j'ai une idée de viewer, j'ai pas cette idée-là, en fait, d'un compte viewer. Si je dis à quelqu'un, t'es read-only, tu vois, j'ai pas cette idée-là du read-only, en fait, tu vois. Donc ça, c'est un abus. C'est pour ça qu'on parle de primitive role abuse, c'est les abus des rôles primitifs. Et ça, ce rôle viewer, c'est vraiment un enjeu. L'autre rôle qui est au-dessus de viewer, c'est le rôle editor. Donc là, on se dit, bon, editor, ok, tu peux éditer. Donc c'est le write, en fin de compte, qui vient au-dessus. Le editor role, pareil, 10 septembre 2025, on donne la date parce que ça fait que d'augmenter, hein. C'est 10 406 permissions assignées. 10 406, c'est donc le double, hein, vraiment pile poil. Le 5200, là, c'est 10 400. 10 400 permissions assignées à un rôle editor. Alors évidemment, la bonne pratique, là, rôle viewer, rôle editor, rôle primitif, on ne l'utilise pas, en fait. C'est legacy, on oublie, on ne l'utilise pas. Sauf que, c'est souvent utilisé. On va voir comment après. Et puis, l'enjeu qu'on a avec ces rôles d'éditeur, c'est qu'en fin de compte, une fois, ce qui est souvent dit en sécurité offensive, surtout en GCP, c'est que une fois que tu es éditeur sur un projet, par exemple, c'est-à-dire au niveau du projet, donc tu vas être éditeur sur toutes les VM, Cloud Function, une fois que tu es éditeur sur le projet, c'est game over, t'es owner. Pourquoi ? Parce que l'éditeur, il a 2 permissions très précises IAM. Il a une permission qui s'appelle IAM Service Account Key Create, donc création de clés pour des comptes de service. Et il a IAM Service Account Act As, donc agir en tant qu'un service account. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un compte de service, il a un rôle éditeur sur un projet, donc rôle primitif, il est en mesure de créer une clé pour n'importe quel compte de service dans le projet, et il est en mesure d'agir en tant que n'importe quel compte de service dans le projet. Donc les capacités d'élévation de privilèges sont genre comme infinies, quoi. C'est-à-dire que si tu as 50 comptes de service, il est en mesure d'agir en tant que c'est même 50 comptes de service. Ces comptes de service là, ça peut être des comptes de service qui sont relais dans des cloud functions, qui sont relais dans... C'est huge. L'enjeu qu'on a aussi avec ce rôle éditeur, c'est que historiquement, et c'est assez intéressant, historiquement, en fin de compte, ça a changé depuis... Fallait que je retrouve la date, voilà, 3 mai 2024. En fait, avant le 3 mai 2024, à chaque fois que tu buildais une machine virtuelle, une VM instance, la VM instance, on lui mettait un compte de service par défaut, le default service account compute de GCP, très bien. Mais on lui a assigné quel rôle à ton avis ? Éditeur, au niveau du projet. Donc, tu crées une machine virtuelle, en disant je crée une machine virtuelle, ok, très bien. Tu es par exemple, je sais pas moi, compute admin, tu peux créer des machines virtuelles. Et d'un coup, hein, tu te retrouvais éditeur au niveau de ton projet entier GCP. C'est-à-dire que n'importe quel compte de service à côté, ailleurs, qui run des fonctions cloud, qui run du BigQuery, qui, peu importe, tu étais en mesure d'impersonnifier le compte de service ou de lui créer une clé et donc d'utiliser le compte de service. Donc c'était énorme en termes d'élévation de privilèges. Depuis le 3 mai 2024, Google, ils ont dit « Ah, ça pue un peu ». Oui, en effet. Donc ils ont créé ce qu'on appelle une organization policy, enfin une contrainte au niveau de l'organisation, un peu plus haut, dans lequel ça dit, en clair, par défaut, le compte de service, là, il n'a pas de rôle. Hein, parce que ça pue trop, sinon. Merci.
Donc, il n'a pas de rôle maintenant, donc il faut savoir. Par contre, si vous avez une organisation que vous avez créée avant le 3 mai 2024, je vous invite à faire l'essai demain. GCP, hop, vous créez une instance, vous allez voir, vous allez avoir un compte de service qui va être lié automatiquement, ce qui est normal. Ça, c'est classique. Il va avoir, on l'appelait tout à l'heure un access scope, certes, mais vous allez avoir, après, vous allez dans vos rôles, vous allez voir qui est le rôle éditeur, et puis vous allez voir que vous avez votre compte de service, quel rôle éditeur. Si vous êtes après le 3 mai 2024, vous verrez qu'il n'y aura aucun rôle dedans qui sera assigné. Donc, heureusement, il y a eu une modification qui a été faite, ils prennent les choses en main. Mais c'est ça, voilà. Quand je voulais parler un peu d'élévation de privilèges, avec des rôles primitifs, c'est un peu ça que je voulais montrer, c'est que ces rôles primitifs, là, sont vraiment au volet permissif. Donc, s'il y a vraiment un message à retenir là, sur tout ce qui est privesque, c'est n'utilisez pas les rôles primitifs éditeur, viewer, owner et browser. Si vous en avez dans votre infrastructure GCP, dehors. Voilà, dehors. Il y a plein d'abus après aussi qui sont possibles sur des rôles prédéfinis, genre par exemple des rôles qui sont plus granulaires, genre compute admin, genre c'est seulement l'administrateur de tout ce qui est compute. Mais c'est un autre sujet encore. Mais je vous invite à aller voir. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous prenez le rôle, vous regardez les permissions qui sont assignées et vous allez voir un compute admin, pareil, c'est 800 permissions. Et des fois, il y en a, on se dit, mais pourquoi il a les permissions sur du BigQuery ou peu importe. Enfin, bon, ouais. Donc, essayez de faire du granulaire, du least privilege au maximum que vous pouvez. C'est vraiment la leçon. C'est une leçon, je pense, qu'on répète depuis 20 ans. Au minimum. 20 ans. On va parler rapidement et puis on va finir un peu là-dessus sur la partie exfiltration. Partie exfiltration dans GCP, et vous verrez dans les slides, vous allez avoir un beau schéma. C'est un lab que j'ai fait aussi. On va parler de domain-wide delegation. La domain-wide delegation dans GCP, pour ceux qui voudront comprendre plus en détail, il y a un blog post que j'ai fait aussi qui sera dans les slides, vous pourrez aller voir. Et puis j'ai fait un tool qui s'appelle Delegate. À l'époque où j'ai écrit mon blog post, il y avait genre aucun blog post qui en parlait, littéralement aucun. Ce qui est marrant, c'est que je travaillais chez Palo Alto. Et j'ai écrit mon blog post un truc comme, je sais plus, genre en 2023, genre début 2023. Et genre Palo Alto, on a écrit un Unit 42 là. Ils en ont écrit un genre en novembre 2023. Donc j'étais en mode ok, je les ai inspirés. non, mais en tout cas, c'était marrant parce qu'il n'y en avait vraiment aucun. Et à l'époque où dernièrement, quand je cherchais le domain-wide delegation, les différents articles, il y en avait quelques-uns qui étaient sortis, c'était cool. Et puis je vois Unit 42 Palo Alto, je dis, ils en ont sorti un, c'était quand et tout, ça devait être avant moi. Et puis là, je vois, c'était après moi, je dis, waouh, j'étais trop avant-gardiste. Non, c'était connu en fait, c'était quelque chose qui était un abus qui était connu, mais qui n'était pas très bien, je trouve, documenté. Et en fait, le domain-wide delegation, c'est la capacité pour un compte de service, on parle depuis tout à l'heure de compte de service, par exemple pour une machine virtuelle, c'est la capacité pour un compte de service dans GCP d'être en mesure d'aller récupérer et d'interagir avec Google Workspace, avec Drive, avec Gmail, avec tout ce que vous avez, et d'envoyer des emails en votre nom, de lire des courriels, d'envoyer des courriels en votre nom, de récupérer des pièces jointes, de télécharger, peu importe. Donc le tool Delegate que j'ai fait, c'est du Python, c'est de l'interaction pure avec les API de Google en fin de compte. Il fait ça en fin de compte, il abuse justement cette délégation, cette domain-wide delegation du coup, directement depuis GCP avec un compte de service. Et je vous ai fait le schéma, en fin de compte, on présente un peu un attack path entre un attaquant qui a compromis une machine virtuelle, qui a un compte de service, ce compte de service-là, elle peut faire du domain-wide delegation dans Google Workspace, donc c'est un peu pour vous donner un peu un scénario de comment ça se passe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un scénario de comment ça se passe. Mais on peut aussi, si on a des droits suffisants, setuper une domain-wide delegation nous-mêmes en tant qu'attaquant, comme moyen de persistance, par exemple, pour exfiltrer de la donnée par la suite, de manière discrète avec un compte de service. On peut aussi lister éventuellement s'il n'y a pas des domain-wide delegation qui existent déjà. Est-ce qu'il y a déjà des comptes de service qui potentiellement, dans notre environnement GCP, ont déjà la capacité de faire du domain-wide delegation et ont déjà cet attribut. Donc il y a plein de possibilités. Et le tool Delegate, justement, vous permet ça. Je vous permets donc de faire un certain nombre de choses, lire des emails comme je disais tout à l'heure, télécharger des fichiers, on peut aller uploader des fichiers directement aussi dans notre Drive. Donc j'ai mis plusieurs features pour essayer justement d'aller donner de la capacité et pour tester ce chemin d'attaque. Petit dernier point, la kill chain. Le but aussi de ce talk, en fin de compte, au B-Side, c'était de proposer en fin de compte d'introduire une kill chain, une attaque matrix pour GCP. Donc l'objectif, c'était de se dire, rendons ça communautaire, et si on a quelque chose qui est communautaire, donc c'est qu'un GitHub pour l'instant, peut-être que ça viendra quelque chose d'autre, peut-être qu'on pourra faire il y a un format qui s'appelle Stix, c'est un format qui permet de faire du tweet Intel, quelque chose de peut-être plus communautaire encore, mais on verra. En tout cas, vous pouvez
allez sur GitHub directement, sur mon GitHub, github.com/woodsandfried, et c'est GCP Attack Matrix. Vous avez la matrice d'attaque. L'objectif de la matrice d'attaque, c'est de représenter en fin de compte depuis les phases de reconnaissance toutes les différentes TTP entre reconnaissance, initial access, exécution, persistance, jusqu'à, on l'a vu là à l'instant, exfiltration, impact, et ainsi de suite, dans des environnements GCP justement. Il n'y en avait pas vraiment qui existait actuellement propre au GCP. L'objectif, c'est de prendre quelque chose, de se dire, ok, ça c'est que focus GCP. Demain, par exemple, moi j'ai envie de faire un purple team dans mon environnement GCP, de faire des tests comme ça, de voir si mes contrôles de sécurité sont bons. Je prends cette attaque matrix là et je mets des croix vertes, orange, en fonction de la détection, de la remédiation, et puis ainsi de suite. Voilà. C'est super intéressant d'avoir contribué ça. Mettre les liens. Ça, je vais mettre le lien directement à ton GitHub dans le show notes, comme la présentation aussi également, là, qui peut être un bon support pour donner de l'information supplémentaire qui est peut-être difficile à imaginer où on est juste mal. C'est ça. Ça va peut-être aider un peu la compréhension, mais c'est vraiment très chouette. C'est un peu plus, a priori, plus fort que ce qu'on avait avec Azure, par exemple. Mais l'absence de recherche ne fait que donner cette impression-là, voir avec le temps s'il y a pas des éléments cachés ou des API cachés ou des ID cachés qui seront découverts avec le temps ou avec c'est vraiment les attaquants aussi s'adaptent à l'utilisation qui est faite. Et elles se disent aujourd'hui les organisations aujourd'hui sont vraiment full Azure, beaucoup AWS, donc focus un peu les efforts là-dessus. Donc il faut essayer de pas voir ça avec en mode un peu en étant aveugle en se disant il y a pas grand chose qui se passe sur GCP. Si, il y a des choses qui se passent de plus en plus, il y a beaucoup d'articles qui sortent, mais pas se dire pas s'arrêter là, justement. Toujours essayer je pense c'est important en tant que professionnel de la cybersécurité, tu vois, de sécurité, faire un peu de recherche, participer, essayer d'engager la communauté et puis essayer de justement de mettre de l'avant, parce que c'est la sécurité, on en fait, je veux dire, on dit souvent, mais pourquoi on achète des vulnérabilités? Parce qu'on va pas qu'on les trouve en premier, nous, qui faisons potentiellement du hacking éthique ou avec une approche éthique plutôt que les vrais méchants. Tout à fait. Merci énormément pour ce partage-là. C'est super intéressant. C'est le fun de te revoir d'ailleurs sur le podcast. On est vraiment trop dû pour en enregistrer parce qu'il y a masse de sujets. Ouais. Je suis très bavard en plus. Donc. en plus, mais c'est très intéressant pour autant. Là. C'est pas du remplissage. Merci énormément, puis on remet ça rapidement. Ça marche. Bye. Bye.